Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Les experts de l'IDRI nous éclairent sur les enjeux de la transition vers un monde plus durable. Et pour atteindre cet objectif, il y a un rendez-vous mondial important qui revient chaque fin d'année avant Noël. C'est la conférence des parties sur les changements climatiques, qu'on connaît mieux sous le nom de COP. Cette conférence se réunira à partir du 30 novembre aux Émirats arabes unis pour près de 2 semaines de discussions entre les États et les acteurs du climat, ONG, société civile. Ce sera la COP 28 de Dubaï. De chacun de ces grands rendez-vous annuels émergent des enjeux spécifiques pour avancer sur le chemin d'une transition durable. Alors que faut-il attendre de cette COP 28 ? Qui plus est, présidée par le ministre émirati de l'Industrie, qui est aussi le PDG de la compagnie nationale pétrolière, l'Abu Dhabi National Oil Company. Il sera donc en quelque sorte le chef d'orchestre des négociations climatiques pendant ces 12-13 jours, ce qui a fait grincer quelques dents. Bref, que faut-il attendre de cette COP 28 de Dubaï ? C'est l'objet de cet épisode de Cap sur la transition, pour lequel Lola Valéjo m'accompagne. Elle dirige le programme Climat de l'IDRI. C'est parti. Bonjour Lola Valéjo. Bonjour. Première question un peu globale pour poser le cadre. En quoi cette COP-là est-elle spécifique et importante dans le processus de négociation climat ? Alors cette COP, elle est un moment important dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui est un accord dynamique. C'est le moment du bilan mondial. Comme son nom l'indique, c'est un moment où on fait le bilan pour informer la deuxième salve d'engagements que vont prendre les pays, des engagements notamment pour réduire leurs émissions. Cette fois, les engagements sont attendus pour 2025 et ils devraient s'étendre jusqu'à 2035. En fait, ce qui va se passer à la COP, c'est la conclusion de 2 ans de travaux menés sur une phase, technique sur, où est-ce qu'on en est en fait de nos émissions? Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux pour les réduire, aller plus vite? Et cette phase technique s'est terminée par un rapport qui a envoyé des recommandations sur lesquelles les pays doivent réfléchir en se disant: «Quelle traduction politique on en fait?» Et c'est vraiment ça qui va être décidé à la COP. Alors vous allez tracer pour nous les grandes lignes justement de ce qui pourrait en sortir. D'abord, je le disais, cette COP 28 va avoir lieu à Dubaï. L'hôte de la conférence est un pays pétrolier. Est-ce qu'on va y parler énergie ? Effectivement, l'énergie, ça va être le sujet central. C'est un sujet absolument majeur, hein, l'énergie, quand on parle de réduction des émissions. Il y a aussi tout ce qui se passe sur le secteur des terres, mais l'énergie, c'est quand même le gros de la question. Et il y a plusieurs débuts d'objectifs politiques qui commencent à flotter, notamment beaucoup de pays qui se mobilisent pour avoir des objectifs mondiaux, comme par exemple l'objectif de tripler la capacité d'énergie renouvelable installée au niveau mondial, ou l'objectif de doubler le rythme de déploiement de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même niveau de revenus, de production d'acier, par exemple, mais on doit le faire en utilisant moins d'énergie pour Mhm. ce faire. C'est un objectif qui est peut-être un peu moins simple à faire atterrir politiquement que celui sur l'efficacité énergétique, notamment parce que, c'est un objectif qui ne veut pas dire grand-chose pour le continent africain, qui est un continent qui a, par exemple, un gros problème d'accès à l'énergie. Il y a 800 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui, mais c'est, par exemple, très pertinent pour les pays développés ou pour un pays comme la Chine. Mhm. Quid de la sortie du pétrole, des énergies fossiles ? Et le troisième objectif mondial qui va être très discuté, c'est celui d'envoyer un signal sur la sortie de toutes les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon Mhm. et le gaz. C'est cohérent avec ce qui ressort du sixième rapport d'évaluation du GIEC, qui est sorti cette année. Et aussi, c'est quelque chose qui est repris par le rapport technique auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc ce sera un symbole fort pour que, pour la première fois, les COP se positionnent sur les énergies fossiles dans leur ensemble, mais c'est évidemment très contesté. Est-ce qu'on parle de sortie? Est-ce qu'on parle de réduction? Est-ce qu'on parle d'un rythme? Mhm. Et puis aussi, un point qui a l'air technique, mais qui est aussi très politique, c'est dans quelle mesure on fait une place aux technologies de capture et de stockage de carbone qui pourraient être utilisées en quelque sorte pour prolonger la durée de vie de ces fossiles, au motif que, eh ben, on comptera plus tard sur ces techniques pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Alors voilà pour l'atténuation sur le plan énergétique. Que faut-il attendre, Lola Valéjo, de ce rendez-vous de Dubaï sur le volet adaptation pour faire face aux dérèglements climatiques qui sont déjà bien là ? Alors le bilan mondial dont je parlais, je viens de parler surtout du côté, réduction des émissions, mais en fait, il couvre tous les volets de l'action climatique, notamment le volet adaptation.
Là, c'est plus difficile d'avoir une idée très claire de ce que sera la traduction politique. On sait que pour l'adaptation, comme sur l'atténuation, on n'en fait pas assez et il faut accélérer les efforts. Par contre, on n'aura pas de mot d'ordre forcément aussi clair, on n'a pas de concept comme le budget Mmh. carbone ou la sortie des fossiles aussi mobilisateur. On n'a pas vraiment d'équivalent de la mesure de la tonne de CO2 côté adaptation et ça, ça rend la traduction de ce qu'il faudrait faire un peu plus compliquée. Il va falloir mélanger des objectifs qualitatifs avec des objectifs quantitatifs, mais les mots d'ordre, voilà, on Mmh. les cherche encore. À l'IDRI, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années pour essayer de dire: «Faisons de ce moment au moins quelque chose qui permette d'identifier les secteurs et les risques prioritaires et essayons d'organiser la collecte d'informations autour de grandes questions qui permettent de structurer l'action Mmh. d'adaptation, quel que soit le contexte». Au chapitre du financement de cette adaptation, justement, notamment ces 100 milliards de dollars que les pays du Nord s'étaient engagés à mobiliser, 100 milliards de dollars chaque année pour accompagner les pays du Sud dans leur transition durable. On en sera où en décembre à Dubaï? Alors à Dubaï, l'enjeu, c'est de montrer qu'on finit de tenir cet objectif. Pour rappel, c'est un objectif qu'on devait tenir en 2020, donc le retard, il est acquis. Par contre, cette année, on a déjà eu des déclarations politiques qui faisaient état qu'on allait le tenir cette année. L'important, c'est de le crédibiliser parce que, il y a un gros déficit de confiance entre les pays du Mmh. Nord et les pays du Sud. Mais il y a aussi d'autres questions que celle-ci qui traînent en fait, depuis 2020. Non seulement essayer de commencer à définir qu'est-ce que ce serait que le prochain objectif financier après 2025? Est-ce qu'on va se mettre, d'accord sur un nouveau chiffre totémique? Ou comment est-ce qu'on arrive à rendre plus concret le mot d'ordre lancé à la dernière COP de réformer le système financier international pour le rendre plus juste et plus à échelle Mmh. aussi du défi de la transition. Un autre enjeu, c'est le fonds vert pour le climat, Oui, c'est aussi son financement. c'est aussi un mécanisme qui est à la fois très symbolique parce que voilà, ça a été quelque chose, qui est important pour beaucoup de pays en développement parce que sa gouvernance est plus égalitaire. Les pays en développement ont plus un siège autour de la table par rapport, à des institutions comme la Banque mondiale, par exemple. Et c'est aussi un problème parce qu'on n'a pour l'instant pas réussi encore dans la deuxième phase de réabondement à donner, à ce fonds le niveau qu'il avait précédemment. C'est-à-dire qu'on attend encore que les pays fassent des contributions Mmh. et on attend notamment que les États-Unis, mettent la main à la poche, ce qui est toujours une de leurs difficultés, par rapport au Congrès. Enfin, un autre point, l'an dernier, la COP27 s'était mis d'accord pour la première fois pour mettre en place un mécanisme qui permettait d'indemniser les pays vulnérables pour les pertes et dommages qu'ils subissaient à cause des catastrophes dues au changement climatique. On en avait parlé dans Cap sur la transition. Un an après, est-ce qu'il existe ce mécanisme? Non, il n'existe pas encore et c'est vraiment, tout l'enjeu de cette COP aussi pour beaucoup de pays en développement. Il faut se rappeler que la dernière COP, elle a créé des attentes énormes, ça a été vécu comme un succès, mais concrètement, on avait juste des engagements à créer un nouveau fonds et un engagement à trouver des nouvelles sources de financement. Ça, c'est les travaux qui ont été menés cette année dans le cadre de ce qu'on appelait un comité transitionnel Mmh. qui réunissait des pays développés et en développement. Là, on arrive à la fin des travaux et pour être clair, il y a encore énormément de questions ouvertes et des désaccords très clairs, notamment sur qui devrait contribuer. Est-ce que c'est uniquement les pays développés ou est-ce qu'on élargit, le pool des contributeurs? D'où vient l'argent? Est-ce qu'on essaye d'ouvrir la porte à des nouvelles taxes, par exemple, sur des énergies, ou sur des activités très intenses en carbone? Et aussi, qui peut bénéficier de ce fonds-là? Est-ce que c'est resserré à certains pays ou à certaines communautés particulièrement vulnérables? Ou alors, comme le demandent les pays en développement, est-ce que tous les pays en développement peuvent être éligibles, à ce fonds? Et vous parliez de la défiance des pays du Sud. On comprend que c'est important que ça avance sur ce point-là. Pour la confiance. Pour conclure, Lola Valéjo, est-ce que, finalement, le plus gros enjeu des discussions qui auront lieu à Dubaï, peut-être le plus sensible aussi, ce n'est pas quand même la sortie des énergies fossiles? Effectivement, à Dubaï, ce qui va se jouer, c'est la licence sociale de ces énergies et ça pose des questions différentes à différents acteurs. D'abord, les compagnies, pétrolières qui veulent se présenter comme faisant partie de la solution. On va leur demander des signes de crédibilité un peu plus concrets, notamment beaucoup d'experts les questionnent sur le ratio d'investissement qu'ils font entre produire plus d'énergie fossile et produire des énergies propres.
Ils insistent beaucoup sur le deuxième volet Mmh. d'investissement. En fait, ça représente souvent moins de 5 à 10 de leurs investissements au Ouais. total. Aussi, beaucoup ont pris des engagements de neutralité, mais on peut se poser la question, quel est le périmètre de ces engagements? Est-ce que c'est uniquement les émissions de fonctionnement ou est-ce qu'on commence à s'intéresser aux trajectoires de production? Et enfin, pour ces compagnies-là, qu'est-ce qu'elles prennent comme engagement pour réduire leurs émissions de méthane? Et c'est très important parce que c'est une source d'émissions, à peu près un tiers des émissions mondiales du méthane qui viennent de ce secteur-là. Et c'est une solution qu'on pourrait déployer très rapidement et à très bas coût. On pourrait viser une réduction de 75 des émissions de méthane du secteur d'ici Heu, 2030 sans dépenser beaucoup d'argent parce qu'en fait, le méthane qu'on évite de le gaspiller dans l'atmosphère, on peut ensuite le revendre. Donc ça permet aussi de renforcer un autre argument important qui est on n'a pas besoin de développer de nouveaux puits de capacité fossile. le méthane, il est brûlé à la sortie des puits de pétrole en quelque sorte, hein, Oui, exactement. pour s'en débarrasser. Oui, Mmh oui, mh. oui. Et la question des nouveaux puits, elle est aussi importante par rapport à cette question. On a déjà trop de capacités de pétrole et de gaz pour tenir nos engagements de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Avec les puits actuels, quoi. Avec les pluies Mmh mh. actuelles, exactement. Or, il y a beaucoup de pays qui sont en train de creuser de nouveaux puits, ce qui est un non-sens, sur le plan Mmh. climatique et c'est aussi très difficile à justifier du point de vue du développement, économique et social parce que, notamment les États-Unis qui sont le premier producteur mondial, n'ont pas vraiment besoin de ce secteur-là pour sortir la population de la pauvreté, par exemple. Le Royaume-Uni est aussi sur la sellette parce que c'est un pays qui a eu, un leadership climatique important avec la présidence de la COP26, qui s'est beaucoup impliqué sur le charbon. Et c'est aussi un pays qui continue de creuser en mer du Nord. Donc beaucoup d'accusations, notamment des pays africains, d'hypocrisie et du fait que les pays développés devraient prendre le lead sur cette question-là. Il y a une dernière chose que je voulais mentionner sur la position des pays, c'est peut-être de façon intéressante, l'Union européenne vient de prendre position sur cette question de façon officielle. Il y a les dernières conclusions du Conseil de l'environnement qui viennent de sortir. Et l'Union européenne dit 2 choses. D'abord, elle dit que les technologies de capture et de stockage de carbone doivent avoir un rôle limité et ensuite, qu'au-delà de cet objectif, à plus long terme de sortie, autour de 2050 par exemple, on doit se donner des jalons à plus court terme et notamment le secteur de la production électrique devrait être complètement décarboné dans la décennie 2030. Et vous en parlerez de tout ça à cette COP 28 de Dubaï, à laquelle vous serez, Lola Valéjo, comme directrice du programme climat de l'IDRI, mais aussi comme coprésidente d'un nouveau groupe de travail sur l'atténuation. Oui, c'est la première fois qu'on a un groupe de travail dans le cadre de l'ONU Climat qui se concentre sur comment réduire les émissions. Ça peut sembler un peu paradoxal. Le thème qu'on a choisi pour cette année, c'est l'accélérer la transition énergétique juste, donc encore une fois l'énergie au centre et on a organisé des dialogues, sur certains secteurs. D'abord la production électrique, puis le transport, aussi sur la question des investissements et on va avoir une première décision officielle adoptée à la COP 28. Mais surtout, ce sera un endroit important pour rendre opérationnel à partir de l'an prochain les résultats qu'on va obtenir dans le cadre du bilan mondial. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode de Cap sur la transition. Merci, Lola Valéjo, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce décryptage sur les attentes de cette conférence annuelle de l'ONU, la COP 28. Vous retrouvez cet épisode ainsi que tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'IDRI, I2DRI. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.